Cette femme a demandé à Dieu de lui donner un mari blanc, mais des années plus tard, elle l'a regretté. J'étais tellement fatiguée de tout. J'ai dit, mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi un petit ami blanc qui prendra soin de moi, qui me donnera une famille dont j'ai besoin. Et Dieu a répondu à sa demande après seulement 30 minutes. Dans les 30 minutes, Dieu a exaucé ma prière. Mais des années plus tard, elle l'a regretté. Peux-tu imaginer tous tes amis? Ils pensent que ton mari prend soin de toi. Je leur ai dit moi-même, j'ai le meilleur mari. Et voici tout le village est dans ma maison pour venir me sauver. Au début, tout semblait bien se passer. Mais qu'est-ce qui s'est déroulé dans cette famille qui a conduit à une conclusion aussi tragique? Cette vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux en juillet 2023. Les gens partout se demandaient ce qui s'était exactement passé. Quand je regardais la vidéo, j'avais l'impression que tout le monde dans cette famille avait peut-être une histoire à raconter. Et nous sommes impatients de découvrir la vérité derrière tout cela. Comment tout a commencé? Mon nom est Béatrice Carrera Ireri. Je suis kenyane. Le comté d'Embu est d'où je viens, c'est là que j'ai grandi. Mon mari est russe, mais nous avons déménagé de Russie, sommes allés vivre dans mon village. Je ne voulais pas partir à l'étranger. Quand mon mari et moi sommes allés vivre chez moi, nous avons acheté de la terre et construit là-bas. J'étais très heureuse. C'était toujours mon rêve. J'ai eu une vie amoureuse très troublée. C'est la vérité. J'ai eu une vie amoureuse très troublée qui m'a même empêchée de terminer mes études. En fait, je me suis retrouvée en classe de 3e. Je devais continuer et faire la classe de terminale. Mais beaucoup de stress et ces choses de la vie amoureuse, tu sais, cet âge de l'adolescence, et tout ce qui trouble les gens. Après cela, je voyais beaucoup de disputes. J'avais ce talent de chanter. J'adorais chanter et j'aimais beaucoup faire des films. C'est là que j'ai rencontré un jeune qui était un musicien. Il était aussi un musicien en devenir. Et nous avons commencé à faire de la musique ensemble. Le gars avec qui je travaillais, je venais juste de me faire briser le cœur par un gars. Donc, quand nous avons commencé à travailler ensemble, je suis juste tombée directement dans ses bras. Donc, il était comme un réconfort pour moi. Nous travaillons ensemble. C'était comme ça, c'est une folie. Vie amoureuse, tu vois? Donc, j'ai pensé peut-être qu'on peut être ensemble. Comme nous travaillons dans le même domaine et tout ça, donc nous allions à de grands hôtels, de grands clubs. Nous avons joué là-bas. Et nous gagnions de l'argent chaque nuit. Chaque fois que nous avions un spectacle, c'était un spectacle en direct. Ça rapportait de l'argent. Donc, je suis retournée voir comment ma mère allait. Ce gars devait rentrer chez moi et je l'ai présenté à ma famille comme mon petit ami. Je suis d'abord partie seule. Je suis juste allée et j'ai découvert que j'étais enceinte de lui. J'étais très heureuse parce que je voulais avoir un bébé. Je voyage tellement et je me disais, si un jour j'ai un accident mortel, je n'aurai personne pour porter mon nom ou je n'ai pas donné à ma mère un petit enfant. Donc j'étais très heureuse d'avoir un bébé. Mais c'était lui qui allait tout mélanger. Bien que je l'ai présenté à ma famille, nous avons pu voir que nous n'allions pas rester ensemble parce qu'il a des enfants partout.
J'ai fini par réaliser plus tard qu'il est avec beaucoup de filles. Nous travaillons, mais je ne sais pas où va notre argent. Donc ça va aux filles, les filles. Et le pire, c'est que je suis venue à réaliser que je ne le connaissais pas bien, quand j'ai réalisé que nous sommes restés ensemble pendant environ 1 an complet. Où à chaque fois que nous sortions pour un spectacle, il sortait avec nos danseuses. Nous allions dans de très beaux hôtels pour faire les spectacles. Nous avions notre chambre à coucher pour les danseuses, était à part. Mais souvent la nuit, quand je me réveillais, il n'était pas là. Donc je demandais autour, où est-il? Et on me dit qu'il était dans l'autre chambre. Alors, je vais dans la chambre pour le trouver. Et je le trouvais avec une fille. Pourtant, je suis ici enceinte. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas dire que j'étais vraiment amoureuse de ce jeune homme, mais je me suis retrouvée dans une situation où nous travaillons déjà ensemble. Nous sommes déjà un couple. Tu vois? Je pensais que nous pouvons faire fonctionner la relation. J'ai commencé à avoir beaucoup de stress avec lui, sortant avec des filles. Il a des copines partout. Il a déjà une mère de bébé. Donc il est arrivé un moment, une fois, la mère du bébé est venue chez moi et elle m'a dit « Tu sais quoi, mon copain? Je ne veux pas dire son nom. » Il dit que cette grossesse que tu as n'est pas la sienne. Je disais « Oh, vraiment? Donc, je ne t'ai pas épanouie. » « 21 ans par là. Je suis rentrée chez moi. Je ne savais même pas ce que c'étaient les cliniques prénatales et tout ça. Ma sœur m'a emmenée un jour et, quand les médecins sont allés faire la première analyse, ils m'ont dit « Non, le bébé n'est pas vivant. » Donc j'étais là. C'était... Je me souviens m'être évanouie dans cet hôpital d'Ishiara. Je suis allée partout, confuse, et j'ai pleuré. Je n'avais jamais pleuré comme ça de ma vie. C'était un petit garçon que j'avais perdu. Je me disais que ce n'était pas possible. Mon premier bébé est mort. Cela a empiré encore, car ce bébé est resté dans mon estomac pendant 1 mois entier mort et je ne le savais pas. Les médecins disaient « Betty, tu es sérieuse? Tu aurais pu être morte si ce bébé était resté dans ton estomac pendant 1 mois entier. » Je leur ai dit que c'était vrai. Je ne suis pas morte. Donc, ça s'est passé. Ce gars, quand nous sommes allés vivre, de mon côté, nous sommes allés vivre à Embu. J'avais beaucoup de choses que j'avais laissées à Mombasa parce que je vivais à Mombasa avant. Donc, nous avons planifié, va chercher tes affaires. Quand nous reviendrons, nous vivrons ensemble. J'ai été traitée à l'hôpital. Et puis, j'ai réalisé que le gars m'avait aussi infectée avec certaines maladies qu'il avait attrapées ailleurs. J'ai été traitée dans cet hôpital. Je suis rentrée chez moi. C'était vers octobre 2014. Donc, je suis restée pendant tous ces mois. Mais en décembre, j'ai dit... Non, je dois retourner à Mombasa pour recommencer ma vie à zéro. J'aimais Mombasa. Quand je suis revenue à Mombasa, j'avais été éduquée par ma mère. Quand ma mère vivait ici, nous venions lui rendre visite et elle vendait des vêtements d'occasion. Donc, je voulais me lancer dans le commerce. Je suis allée au marché Congo Wear. J'ai acheté des vêtements d'occasion. J'aimais faire ce commerce. Et c'est ainsi que j'ai commencé à survivre. Quand je suis revenue, je continuais à aller à la plage des Pirates pour me détendre là-bas, pour nager.
Je ne sais pas nager très bien, mais tu prends juste ton maillot de bain et tu vas dans l'eau. J'en suis arrivée au point où j'ai commencé à en avoir vraiment marre de nos hommes ici au Kenya. Laisse-moi te dire, à cause de chagrin d'amour, quand j'ai quitté l'école, j'ai eu mon premier petit ami, le petit ami d'adolescence qui m'a fait quitter l'école. Et quand je suis allée là-bas, j'ai rencontré ce jeune. J'étais tellement amoureuse de lui. Et après, j'ai eu cet artiste avec qui j'avais fait une fausse couche et qui sortait avec beaucoup de femmes. Quand je voulais fonder une famille, je me disais « Non, j'en ai marre de ces Kenyans. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai besoin de quelqu'un de sérieux pour une relation. » J'avais 22 ans maintenant et j'étais prête pour une relation sérieuse. C'est fou. Un jour, je suis allée à la plage juste pour me détendre comme d'habitude. Il y a un endroit que j'adorais prendre en photo. Nous sommes restés là-bas et un homme a dit « Betty, aujourd'hui tu as l'air très stressée. Puis-je t'acheter un café ?» J'ai dit « Non ». Où j'avais l'habitude d'aller prendre des photos où il y a des étals sur la plage. J'y allais pour me détendre, à l'ombre. Et puis il a dit « Betty, puis-je t'acheter un café ?» J'ai dit non. Je n'ai pas envie, mais j'attends que l'eau revienne. Elle était déjà partie. J'attendais que l'eau revienne. Ensuite, je vais prendre un maillot de bain et aller dans l'eau. Donc, j'étais là. J'étais assise et mes souvenirs d'enfance ont commencé à revenir et j'ai dit « Waouh ! Je vois des jeunes femmes passer par ici avec des blancs, des couples mixtes. J'aimerais bien en avoir un. » Mes souvenirs d'enfance ont commencé à affluer et je me disais « Non, j'en ai besoin d'un. J'ai besoin d'un homme blanc. J'avais besoin d'avoir un petit ami blanc. » Je suis entrée dans l'eau et j'étais là juste près de la plage parce que je ne peux pas aller plus loin dans l'eau. Je ne suis pas une bonne nageuse. Et puis, ce jour-là, j'avais marché de la plage des Pirates jusqu'à la plage de Grand Arbre. Cette plage du Grand Arbre est un endroit où vont les touristes. C'est un grand hôtel. Je n'ai jamais été dans cet hôtel. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais mis les pieds dans un hôtel touristique auparavant. Donc, quand j'étais là dans l'eau, j'ai juste vu des blancs, des hommes très beaux, venus, je ne sais pas d'où. À cet instant précis, une jeune femme est passée à proximité, accompagnée d'un autre couple, un couple d'origine différente. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, non, Seigneur! Si cette jeune femme ici, qui n'est même pas particulièrement belle, comme moi, peut avoir un homme blanc aussi séduisant, pourquoi pas moi ?» J'ai alors invoqué, « Seigneur, tu dois m'écouter aujourd'hui. » J'étais épuisée, vraiment fatiguée de tout. J'ai prié, « Mon Dieu, je t'en prie, accorde-moi un petit ami blanc qui prendra soin de moi, qui me donnera la famille dont j'ai besoin. » Oui, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, « Si tu ne me donnes pas cela, j'en ai assez de cette vie. Je vais mettre fin à mes jours à cause du stress que je traverse à mon âge. » Donc, je vous le dis, Afrimax, en seulement 30 minutes, Dieu a répondu à ma prière. Je dis aux gens que c'est le destin. Et si vous croyez en Dieu, si vous priez pour quelque chose, vous devez y croire. J'étais au bout du rouleau. J'ai dit, non, j'ai besoin d'un homme et particulièrement un homme blanc. Je n'ai même pas précisé à Dieu l'âge que je souhaitais. J'ai simplement dit, j'ai besoin d'un homme blanc qui puisse réellement m'aimer sans tout prise de tête, sans tromperie. Et en seulement 30 minutes, alors que je jouais avec l'eau, un homme est arrivé. Un homme blanc très séduisant. Il est apparu de nulle part. Je pense qu'il revenait de l'hôtel. Vous savez, de cet immense arbre jusqu'à l'hôtel, puis jusqu'au restaurant. J'ai vu un homme marcher vers moi. Il est venu, a commencé à jouer avec l'eau, ne parle pas anglais, ne parle qu'une langue.
que je ne comprends même pas. J'étais très forte en anglais. Je ne peux pas parler sa langue. À ce moment-là, je pensais que tous les Blancs parlent anglais. Donc quand il est venu vers moi, je me disais, « Il ne parle pas anglais, il parle russe, une langue que je ne comprends pas. » Il disait, « Moi, toi nager, nager, avec des signes. » J'ai dit, « Moi pas nager. » Mon anglais se mélangeant avec les actions. Il essayait de me montrer comment nager. Je me suis dit, « Dieu a amené cet homme. Je ne le quitte plus. Alors pourquoi devrais-je partir? Cet homme que Dieu a amené ici, il était beau. Un jeune homme, je pense qu'il avait 33 ans, très grand, un grand homme blanc. Alors nous sommes allés à l'hôtel et puis ce gars qui est maintenant mon mari, il était là. Vous imaginez, cet homme a été envoyé pour me ramener. Je ne sais pas par Dieu ou par quoi. Il y a 3 hommes, donc chacun d'eux deux avait une petite amie. Maintenant, celui qui m'a approché n'avait pas de petite amie. Alors j'étais comme, ouais, c'est maintenant mon mec. Ah, j'ai réussi. Alors ils ont commencé à parler comme ça. Là, j'ai dit, je serai d'accord avec tout. Je ne comprends pas bien sûr, mais je serai d'accord avec tout ce qu'ils me disent parce que, oui, c'est mon gars que Dieu a amené. Alors il me parlait de, vous savez, toi, ce gars, toi, lui, un court laps de temps. Je ne savais pas ce qu'était un court laps de temps. J'ai compris plus tard. Je disais toujours à mon mari, je n'étais pas une prostituée, donc je ne savais pas ça. Je n'avais jamais été avec un homme blanc avant. C'était la première fois que je sortais avec un homme blanc. Je n'avais jamais été une prostituée, pour connaître tous les termes qu'ils utilisent. Alors ils parlaient. Mon gars est là, disant, dis oui. D'accord. J'ai dit, oui. Nous avons bu un vin. Tout ce qu'ils nous ont dit. Nous retournons à Mtwapa. Peux-tu nous rejoindre? J'ai dit d'accord. Pourquoi devrais-je quitter l'homme que Dieu m'a amené? Nous sommes partis. Nous avons passé 3 jours ensemble. Les petites amies avec qui nous étions, elles m'ont dit, « Vous savez quoi, Betty? Vous voyez ça? Quand vous restez avec un homme blanc, comme ça longtemps, 3 jours ou une semaine, il est à vous pour toujours. » J'ai dit vraiment? Alors je suis ici. Je n'irai nulle part. C'est mon homme pour toujours. Je suis ici pour toujours. C'est mon gars. C'est ce que je me suis dite. Mais le 3e jour, j'ai été mise à la porte. L'homme m'a dit, il a écrit sur le téléphone, il veut se reposer en traducteur. Il ne parlait pas. Nous ne parlions que la langue de l'amour, les gestes. Il m'a dit, je veux me reposer. Tu rentres chez toi, je te rappellerai. J'ai dit, d'accord. Mais ensuite, j'ai réalisé ce que les filles m'ont dit. Et je me suis dite, il pense que je suis une prostituée. Alors j'ai écrit une lettre. J'ai pris un papier et un stylo. Je lui ai écrit, « Tu sais quoi? Je ne suis pas une prostituée. En fait, quand je t'ai rencontré, je voulais un gars sérieux. Donc, si tu es à la recherche d'une prostituée, je ne reviendrai plus. Ne m'appelle plus pour revenir. » Je lui ai dit, « Toi, ami, traduis. Vous, ami, traduis. » Nous parlions cet anglais, un peu. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai continué avec mon business. Je ne me souviens pas de combien de jours j'avais passé là-bas. Environ 3 jours. Je pense que l'une des filles m'a appelée. Elle m'a demandé comment ça va, Betty. J'ai dit, je vais bien. Où es-tu? Je suis chez moi.
Elle m'a dit, « Je vais te dire quelque chose. Nous avons besoin que tu reviennes ici. Nous sommes à l'hôtel Kirstens. » Je lui ai dit, « Tu sais ce que veulent ces hommes? La prostitution. Je ne pourrais pas faire ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. » Avez-vous lu le papier que j'ai écrit? Ils ont dit, « Ouais, nous l'avons lu. C'est pourquoi le gars est intéressé par toi. » Alors elle est allée voir l'ami qui parlait un meilleur anglais et nous avons parlé. Je lui ai dit, « Non pour moi, je ne suis pas intéressée par cette histoire de prostitution. Si vous faites de la prostitution, je suis venue ici uniquement parce que vous avez dit que vous êtes sérieusement intéressé par moi. Donc, si vous êtes sérieusement intéressé par moi, nous pouvons essayer. » Il a dit, « Je suis très intéressé par toi. Et je suis très, très sérieux. » Je me suis dit, « D'accord, c'est l'homme que je cherchais alors. » Et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons commencé à sortir ensemble. Et c'est ainsi que j'ai rencontré mon mari. Quand j'ai rencontré mon mari, nous avons vécu ensemble pendant 2 semaines. Nous sortions ensemble et il a dû retourner dans son pays parce que, souvenez-vous, il est touriste. Il était sous un visa de touriste. Il a dû retourner dans son pays. Et pour moi, je me suis retournée là où je vivais, continuer à faire mes boulots en attendant qu'il revienne. Et je me souviens, je savais qu'il était tellement amoureux de moi. Je peux vous dire, mon mari était très amoureux de moi, peu importe tout ce qui s'est passé. Quand nous nous sommes rencontrés, il était très, très amoureux de moi, parce que cette nuit-là, nous les accompagnions à l'aéroport pour partir. Il disait, « Non, Betty, nous devons partir en Russie ensemble. Rappelez-vous, je n'ai même pas de passeport. Je n'ai jamais eu de passeport de ma vie. » Il a dit, « Non, Betty, je ne te quitte pas. Nous partirons en Russie. Comment obtenir un passeport pour toi? Et nous allons partir ensemble. » Alors il allait voir le gérant de l'hôtel. « Pouvez-vous me dire comment puis-je obtenir un passeport pour elle? Nous avons besoin d'un visa et d'un passeport. » Je lui ai dit que ce n'était pas possible, donc je vais l'attendre. Je lui ai dit que je l'attendrais, qu'il rentre simplement. Ensuite, nous allons tout planifier. Je l'ai attendu car je faisais aussi mon business et quand il est revenu, il voulait que nous ayons un mariage. Mais malheureusement, quand il est revenu, j'étais très malade. J'étais presque mourante. Je me souviens, je ne sais pas si c'était des ulcères d'estomac, parce que quand je suis allée à la clinique, je pense que le stress de ma relation précédente, ça m'a donné du stress, beaucoup de stress. J'ai eu des ulcères d'estomac. Je vomissais. Je me souviens de ce jour-là, quand j'ai commencé à avoir ce mal d'estomac. Nous devions aller à la plage de Copacabana pour nous détendre, avec les amis. Je suis allée vite pour aller au salon. J'étais au salon. Ils n'ont pas fini. Je leur ai dit, « Je vais rentrer à la maison prendre quelques comprimés. Ensuite, je reviendrai. » Quand je suis partie, je ne suis pas revenue. On m'a emmenée à l'hôpital. C'était à l'hôtel. Alors je devais y aller chercher quelques antidouleurs. Ils transportent toujours les médicaments. J'ai pris un comprimé. Je suis sortie en revenant au salon. Je suis tombée dans la rue. Je vomissais. Je roulais sur le sol. Une moto est passée. Ils m'ont portée, m'ont emmenée dans une petite clinique et je continuais de vomir un verre très, très sombre. Alors ils ont pris mon téléphone car je ne pouvais même pas appeler. Quand mon fiancé a appelé, les médecins leur ont dit « Si vous attendez cette personne, elle est à la clinique ici, venez. » Ils se sont dépêchés. Ils sont venus à la clinique et ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. J'avais enlevé tous mes vêtements. J'étais nue, roulant sur le lit. Mon estomac me faisait tellement mal et je n'avais jamais entendu parler d'un tel mal d'estomac, c'était grave. Mon fiancé a dit « Non, nous devons l'emmener à l'hôpital. »
On m'a emmenée de cet hôpital dans un autre. Il m'a encore portée, appelé un taxi. Nous sommes allés à Mombasa, de Mtwapa à Mombasa. Il me portait comme ça. L'ami, l'autre ami blanc, portait mes pantoufles comme ça. Vous savez, c'est ainsi que je suis tombée amoureuse de cet homme. C'est une personne attentionnée. À partir de ce moment-là, je suis tombée amoureuse. Nous sommes allés à l'hôpital de Mombasa, avons fait des tests et tout ça, avons eu des médicaments et sommes revenus à l'hôtel. Je pleurais la nuit. C'est un hôtel plein de touristes. C'était notre saison pour les touristes. Je pleurais dans tout l'hôtel. Je faisais du bruit toute la nuit, j'avais mal à l'estomac. Le directeur de l'hôtel a dit à mon mari de me jeter dehors. Il ne l'a pas fait. Il a dit « Non, si elle part, je pars aussi ». Plus tard, il a appelé. Ils ont appelé ma sœur. Ma sœur est venue. Nous sommes allés au village et j'ai eu un très bon médecin là-bas qui travaille au Jomo Kenyatta National Hospital à Nairobi. Mais il a une clinique dans mon village. C'est ainsi qu'il m'a donné des injections et tout ça s'est arrêté. Nous n'avons pas pu faire le mariage. Donc, quand nous sommes venus, je suis revenue plus tard et nous avons séjourné pendant un certain temps et il est retourné dans son pays. Il a dépensé tout l'argent qu'il avait pour les vacances sur mes frais d'hôpital. Il a dû emprunter à son ami. Les quelques jours où nous avons passé les vacances après son retour, nous avons prévu qu'il revienne au Kenya. Il voulait venir vivre avec moi ici. Je l'attendais toujours. Eh bien, certaines filles, les amies que nous avions là-bas, j'ai eu beaucoup d'amis. Elles me disaient « Tu dois nous dire, comment tu as eu ce blanc qui veut t'épouser ?» Parce que certaines d'entre nous sont restées à Mombasa pendant des années. Nous n'avons jamais eu un blanc sérieux pour nous épouser. Elles étaient surprises lorsqu'il est revenu en août. Nous nous sommes mariés le 9 septembre. Nous avons pris en charge ma famille et tout le reste. Il était prêt à rester ici, ayant réglé toutes ses affaires. En tant que médecin spécialisé dans le massage pour enfants, il était le meilleur. Avoir un tel médecin au Kenya est tout simplement impossible. Mais laissez-moi vous dire, si vous le voyez aujourd'hui, vous ne croiriez pas que c'est le même homme. Nous avons envisagé de rester ici, mais notre entreprise locale n'a pas bien fonctionné. Alors j'ai dit, non, je dois partir. Je t'ai préparé un document. Viens à Moscou. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Je suis allée à Moscou en janvier, j'ai obtenu mon visa russe et je suis partie en Russie. C'est là que nous avons eu notre premier enfant, un voyage très beau et mémorable. Il était incroyablement aimant et attentionné. Nous avions des cousins comme notre seule famille à ce moment-là. Lorsque nous les avons rencontrés avec leur famille, ils étaient surpris de voir une fille noire. Ils m'ont même dit que mes mains ressemblaient à celles d'une blanche. C'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un de couleur noire. Même s'ils étaient des adultes avec des enfants. Quand ils m'ont vu, ils étaient stupéfaits mais m'ont bien accueilli. En fait, ils m'ont très bien accueilli. Nous n'avions pas de parents. Nous avions l'habitude de vivre dans notre propre maison. Il avait acheté un appartement. Nous vivions dans notre propre maison. Ensuite, j'étais femme au foyer. Je n'avais pas de travail, mais j'ai commencé à apprendre le russe. Au cours de cela, j'ai commencé à me sentir faible. J'avais eu beaucoup de problèmes de santé auparavant. Donc, quand je suis tombée enceinte, notre gynécologue nous a dit
J'avais besoin de repos au lit pour le reste des 9 mois parce que je risquais de faire une fausse couche. Tout cela a été très dur pour moi. Alors j'ai eu un repos au lit pendant 9 mois complets. Nous avons accueilli notre belle petite fille, Ressa, qui signifie « paradis » en russe. Elle était notre bonheur. J'ai commencé le parcours de la maternité que j'avais toujours voulu. En Russie, j'ai rencontré très peu de personnes de couleur. Nos compatriotes africains étaient rares. La Russie est un beau pays et ils donnent de la nourriture pour les enfants, de la nourriture pour les enfants quand ils sont jeunes. Quand tu quittes l'hôpital, ils te donnent des couches, ils te donnent des vêtements pour le bébé. Beaucoup de choses. Et c'est un grand hôpital gouvernemental. J'étais tellement contente. C'est ainsi que nous n'avions pas ces choses. De nos jours, les gens sont romantiques au Kenya. Nous voyons des gars être romantiques. Ils peuvent prendre votre partenaire, sortir de leur siège et se détendre, acheter des fleurs. Il n'y avait rien de tel au Kenya. Avant. À ce moment-là, nous n'avions rien. Mais oui, l'homme que j'ai rencontré, il était tellement romantique. Il était du genre à apporter des fleurs, à faire des petites attentions. Vraiment, il était un romantique dans l'âme. Je suis tombée vraiment amoureuse de mon mari. À cette époque, on était une famille heureuse. Ils étaient une famille heureuse. Béatrice a apprécié de bons moments en Russie, comme rencontrer les proches de son mari, aller dans différents endroits et vivre des joies familiales. Mais ensuite, les choses ont commencé à mal tourner. Je ne veux pas dire que ce sont les Russes en général, parce que c'est évident. Ce sont des gens très autoritaires. Certains pourraient penser que je généralise, mais c'est vrai. Ce sont des gens très dynamiques. Mon mari lui-même était très autoritaire. J'étais aussi très autoritaire. Mais quand j'ai réalisé cela, j'ai appris à me calmer et à le laisser exprimer ses émotions fortes. Parfois, on ne se parlait même pas pendant une semaine quand il était en colère. Je restais juste silencieuse, en lui servant et en partageant le même lit sans échanger de mots. Quand il était en colère, je me contentais de me calmer. Mais il est arrivé un moment où j'ai réalisé que je ne pouvais plus supporter son tempérament difficile. Je lui ai dit « Non, je ne veux plus supporter ça. Ton tempérament est devenu trop difficile à gérer. Je ne peux pas continuer comme ça. » Alors je lui ai dit « Tu sais quoi ? J'ai besoin de retourner dans mon pays. » Nous avons vécu là-bas pendant 3 ans et demi. On venait au Kenya pour les vacances. Il était vraiment gentil. Il me ramenait au Kenya pour voir ma famille, puis on retournait. Mais quand j'ai décidé de partir, mon mari a été, je pense, très affecté. Pour moi, je voulais vivre une vie comme celle que je vivais au Kenya. Il pouvait toujours venir nous rendre visite pendant les vacances, on n'aurait pas ces disputes et je pourrais même avoir une entreprise au Kenya. En Russie, je ne pouvais rien faire. Je ne connaissais pas la langue. J'étais juste une nouvelle personne. Je faisais des documents pour devenir citoyenne russe. En fait, c'était presque fait. Il me restait 2 semaines pour devenir citoyenne russe. Mais après avoir vu les signes d'alarme dans le comportement de mon mari, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire si ça empire et que je suis dans le pays de quelqu'un d'autre et que cette personne est censée s'occuper de moi? Mais ici, c'est cette encre qui est mon mari. C'est un grand buveur. C'est un alcoolique. » Mais à ce moment-là, il buvait parfois beaucoup. Il n'arrivait pas à aller travailler.
Mais ensuite, il buvait très peu parce qu'il devait s'occuper des enfants et il ne devait pas boire beaucoup. C'était juste une gorgée, 2, 5 gorgées pendant le dîner et ensuite il allait dormir. Alors, je me suis dite, je veux rentrer dans mon pays parce que j'en étais arrivée à un point où je ne le voyais même pas. Je ne le voyais que le week-end. Nous étions dans la même maison, mais je me sentais seule, dans le même pays, dans la même maison. Il partait à 6 heures du matin, bien avant que je n'ouvre les yeux. Et chaque fois que je me réveillais, il me disait de retourner dormir, de ne pas lui préparer de café. La machine faisait le café. Il mettait le café, allait se doucher et disait « Ne te réveille pas le matin, tu dois t'occuper de l'enfant, va dormir ». Je m'occupais toujours de notre enfant. Alors, quand je passais toute la journée seule dans la maison, il ne rentrait peut-être qu'à 23 heures. Je dormais peut-être à ce moment-là. Je lui préparais à manger, je laissais le repas sur la table et j'allais dormir. Parfois, je me réveillais, je m'asseyais avec lui quand nous étions en bons termes et j'attendais qu'il mange. Nous nous croisions peu et cela se répétait tous les jours, toute la semaine. Nous en sommes arrivés au point où il voulait aussi travailler pendant les week-ends parce qu'il était médecin privé. J'ai dit « Non, tu dois rester avec nous les week-ends. Tu sais, c'est important de passer du temps avec notre enfant pendant qu'il grandit. » Mais je n'aimais pas cette situation, nos disputes, tout ça. Alors il devenait coléreux. Je ne voulais pas d'une telle famille. Alors j'ai décidé de partir. Il a dit « Non ». Il est devenu très, très furieux quand j'ai commencé à faire mes bagages. Nous en étions arrivés au point où j'avais tout préparé. Il fallait que j'achète des billets pour ma fille et moi pour partir. En vrai, j'ai vécu comme une reine. Je ne peux pas mentir à propos de mon mari. Quelqu'un m'a même dit « Es-tu sûre qu'il te traitait bien à Moscou ?» Il m'a traité très bien. Je lui ai dit que s'il voulait venir nous voir ici, il pouvait. Il était en colère. Il a pris tous les vêtements, les sacs, et les a jetés dans la poubelle. Nous étions dans un grand appartement. Il fallait marcher un moment pour atteindre la poubelle. Il y avait un endroit où j'avais séjourné. Crois-tu que je veux partir au Kenya à cause de tous ces vêtements que tu m'as achetés, de l'or et des bijoux? Je l'ai aidé à tout emballer. Va jeter ça aussi. Mais moi, je voulais juste rentrer au Kenya. Après ça, il a réalisé « Oh, je n'aurais pas dû faire ça ». Je me suis retrouvée sans vêtements à porter. Le lendemain, il a dit « D'accord, Betty, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Allons acheter de nouveaux vêtements pour toi. » Nous sommes allés faire du shopping. J'avais juste un grand manteau. Un grand manteau et je pense un short. Ensuite, nous sommes rentrés. Mes amis m'ont vu et m'ont dit « Betty, tu as commencé à t'habiller comme une Russe ?» J'ai répondu « Ne t'en fais pas, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la maison. » Mais quand nous sommes rentrés, je lui ai dit « Non, je dois rentrer au Kenya. Je suis très sérieuse, je dois rentrer. Je veux travailler parce que je ne peux pas rester inactive. Je deviens folle dans cette maison. Bien qu'il ne me maltraite pas, il y avait des petites choses. C'était comme ça entre mari et femme. Je devenais très folle en restant seule dans cette maison avec seulement le bébé. Je n'avais personne avec qui parler. Pendant 3 ans et demi, j'ai commencé à perdre la tête. J'appelais les membres de ma famille et je pleurais. J'appelais mes amis au Kenya. Je m'ennuie. Je suis déprimée ici. Je me disais, ces vacances de 2 semaines au Kenya ne m'aident pas. J'avais besoin d'être au Kenya. C'est là que je suis censée être. Alors mon mari a dit, nous allons tous au Kenya. J'ai dit, tu es sérieux? Il a dit, nous allons tout vendre, tout ce que nous avons. Et nous allons vivre toute notre vie au Kenya. Je pensais que c'était une blague parce que je pensais que mon mari ne vendrait jamais tout ce que nous avions là-bas
nos biens, pour venir vivre au Kenya. Mais il était vraiment sérieux. Alors, nous nous sommes assis. Je lui ai demandé, « Alors, que ferons-nous quand nous serons au Kenya ?» Alors, nous avons commencé à réfléchir. Quelles sont les entreprises qui se portent bien au Kenya et que nous pouvons faire? Nous avons vendu tout et quitté la Russie. 1 mois avant notre départ, j'avais demandé à ma mère de nous trouver un bon terrain à un prix abordable. Nous voulions construire un endroit pour nous-mêmes. Nous avons déménagé au Kenya et elle nous a trouvé 2,5 hectares près de notre maison. J'ai tellement aimé cet endroit. Alors nous avons déménagé, sommes allés dans mon village. Nous avons commencé à construire notre maison. Nous avons lancé le projet d'élevage de poulets, le projet entier. Et ça se passait très bien. Nous avons bien commencé, mais après, nous devions faire plusieurs allers-retours pour faire venir certaines choses de Russie au Kenya, quand nous déménagions. À ce moment-là, nous construisions notre maison. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous entendez parler des prêts d'entreprise, c'est vrai. À cette époque, nous construisions notre maison dans mon village à Ishiara. Un de ses amis est venu. Ils s'étaient déjà rencontrés. Je n'avais jamais rencontré cet ami. Ils s'étaient rencontrés auparavant quand il était venu en vacances. Quand j'étais avec un bébé, il est venu en vacances seul. Je suis restée à Moscou, donc il a rencontré de nouveaux amis. Alors cet ami est venu nous dire bonjour. Quand il est venu, ce que j'ai vu, j'ai su que les choses ne seraient plus jamais les mêmes dans ma famille si c'était le genre d'amis que mon mari avait. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Il était là comme ça. Il y a ces Russes qui aiment beaucoup boire. Alors mon mari a commencé à boire dès le moment où nous sommes arrivés au Kenya. Actually, this is his favorite. My husband's favorite. Yes, yeah. Il ne buvait que les petites boissons parce qu'il n'avait plus beaucoup d'argent. Quand il avait beaucoup d'argent, il achetait une boîte entière de vodka. The big ones. Il buvait de la vodka, très cher, et c'était fini avant la fin de la semaine. C'est une douzaine, 12 bouteilles, les grandes. Elles étaient finies avant 1 semaine et il commençait à en acheter. Toutes ces bouteilles que vous pouvez voir ici, ce sont celles qu'il a ramenées à la maison pour boire. Ce ne sont pas celles qu'il laisse au bar. All of them in his stomach. Why are you keeping them? En fait, la raison pour laquelle je les garde, c'est parce que je n'ai jamais jeté celles qu'il ramène à la maison. Je veux les mettre sur la clôture. Je ne pourrai me souvenir de lui qu'avec ça. Les garder sur la clôture, au moins pour la sécurité. Là où nous avons construit, les gens ont commencé à voler. Nous avons eu les gens, les ouvriers, même des gens de l'extérieur, de notre projet. Les poulets de chair, ils les mettaient dans des sacs et les emmenaient au marché. Nous avons commencé à avoir beaucoup de problèmes. Mon mari a dit « Non, nous devons vendre cet endroit et aller à Mombasa. » Je ne voulais pas le vendre. Donc, nous étions comme ça. Nous ne pouvons pas vendre la maison. Partout où nous allons, nous sommes allés si loin pour nous installer pour toujours. J'étais obstinée là-dessus. Mais nous avons commencé à avoir beaucoup de disputes. Des disputes physiques. Ils se saoulaient beaucoup. Quand nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose de très simple. Par exemple, quand je disais « nous devons faire ceci », il disait « non, nous devons plutôt faire cela ». C'est un désaccord qui peut même mener à une bagarre physique. Je me souviens qu'il y avait un moment où il voulait vraiment partir. Il communiquait avec la diaspora russe à Mutwapa, alors il voulait qu'il vienne. Mais pour moi,
Je ne voulais pas. Je détestais Mutwapa. Ce n'était pas un endroit où je pouvais élever notre enfant. Nous avions un enfant à ce moment-là, mais il était déterminé à partir, donc je refusais. Il a cherché son passeport. Il ne l'a pas trouvé. Je lui ai toujours dit que j'allais. Si tu oses partir, je ne te donnerai pas de passeport. Mais il avait pris son passeport et l'avait mis ailleurs. Il pensait que je l'avais fait, ce que je n'ai pas fait. Il l'avait mis en haut du frigo, alors il a commencé à me demander et il est devenu très en colère. Nous avons commencé à nous battre et mon enfant était là. C'était grave, parce que quand il a commencé à me battre, je me souviens que nous n'avions pas fini le haut de la maison. Nous avions déjà construit ce rez-de-chaussée, donc nous voulions construire l'autre lentement quand nous serons à l'intérieur. Je me souviens qu'il est monté là-haut, il voulait même se tuer. Je me disais, qu'est-ce que les gens diront ? Ils diront que j'ai tué mon mari pour prendre son argent, c'est ce que les gens diront s'ils se jettent. Notre maison était très haute, cet endroit où il voulait se jeter. Donc je me disais, pourquoi ça arrive ? Je me souviens même avoir appelé mes amis à 4 heures du matin. Sacha veut se tuer. Sacha veut se jeter de la maison. Vous savez ce que vont dire les gens ? Les gens vont dire que je l'ai tué. Nous sommes allés dormir, puis le lendemain. Il a continué avec l'alcool. Je ne sais même pas où il estimate. Il a commencé à me demander son passeport. Je l'ai suivi, nous parlions. Non, tu ne peux pas me laisser. Que vais-je faire avec les enfants ? Je ne veux pas que nous partions de cet endroit. Comment les enfants et moi allons-nous survivre ? C'est lui qui nous soutient maintenant. Il était le seul soutien de notre famille, bien que nous ayons commencé à faire des affaires. Mais elles ne fonctionnaient pas. Elles ont bien commencé avant. Mais ensuite, tous ces vols ont commencé. Nous avions beaucoup de clients pour les poulets. Mais maintenant, tout cela a apporté beaucoup de problèmes. Et le projet s'effondrait. Quiconque vous embauchez, ils ont commencé à voler, ils ne s'occupaient pas bien du bétail, ils ont commencé à tomber malades, à mourir. Et donc c'était difficile. Nous avions des porcs, nous avions aussi des poulets de chair. Nous avions ceux pour pondre des œufs. Ma mère contrôlait la ferme. Je lui ai dit, « Non, il y a beaucoup de problèmes que devons régler. Rentre à la maison. » Alors quand ma mère est partie, c'était elle qui, en quelque sorte, gérait tout ça. Tout est tombé à l'eau. Mon mari, Sacha, c'est ainsi que nous l'appelons, ne s'occupait de rien. Il passait son temps à boire, tous les jours. Il vérifiait peut-être les choses de temps en temps. Quand il n'y a pas de travailleurs, il met un peu de nourriture et puis il oublie. J'ai essayé. J'avais ouvert un petit salon là-bas. Il m'a dit « Non, ferme-le. Ça ne rapporte rien. » Ça rapportait juste un petit $5 par mois. Ça pouvait être quelque chose. Il m'a dit « Non, ça ne marche pas. Ferme-le. » Alors j'ai fermé. Je suis restée à la maison. Ce jour-là, je me souviens qu'on a eu une très grosse dispute. Quand j'ai essayé de lui parler, nous étions en haut et nous en venions aux mains. Je lui ai dit « Je vais t'arrêter. Tu n'iras nulle part. » Il m'a attrapé la main derrière le dos. Et puis, tu sais, ces Russes, ils vont à l'armée à 21 ans. Celui-ci avait aussi déjà été dans l'armée et il me tordait le bras derrière le dos. J'ai même pissé sur moi. C'était douloureux, tellement douloureux. J'ai pleuré et pleuré. Je lui ai dit, « Sacha, je ne sais pas où est ton passeport. » Je ne sais pas. Il m'a tordu davantage. Tu dois me le dire. Je lui ai menti. Je sais où il est. Je vais te montrer. Il m'a tordu le bras. On est descendu en bas. Il a dit, « Donne-le-moi. » J'ai dit, « Je ne sais pas où il se trouve. » Il m'a étranglée, jusqu'à ce que le sang commence à sortir de ma bouche. Et je criais dans cette maison à l'aide parce que j'avais verrouillé les portes. Je criais. Les gens sont venus, presque tout le village. La porte est verrouillée. Ils lançaient des pierres sur la porte. Ils ne pouvaient pas entrer.
Sasha was a very fierce person. Là, ma mère, qui est venue, elle a entendu, elle était à environ 30 minutes à pied de chez moi. Mais si je criais très fort, elle pouvait entendre. Alors, elle a entendu. Elle est venue voir. Elle est venue. Elle n'est même pas passée par la porte. Elle est passée par la clôture et a essayé de défoncer la porte. Quand Sasha a entendu ma mère, il a arrêté de m'étrangler. C'était comme ça quand j'essayais de crier. Il mettait un chiffon dans ma bouche. C'était tellement douloureux parce que tous tes amis pensent qu'il est un très bon mari pour toi. I know. Tu peux imaginer? Tous tes amis, ils pensent que ton mari prend soin de toi. C'est le meilleur. Moi-même, je dirais, j'ai le meilleur mari. Et là, tout le village est dans ma maison venant à mon secours. J'étais tellement en colère. Tellement en colère le moment où ma mère est entrée dans cette maison. Il m'a soulevée. J'ai pris une machette. Je me souviens qu'avant ça, nous étions sur les escaliers quand il m'étranglait. Il tordait vraiment mon bras sur les escaliers. Il y avait une machette sur ces escaliers. Nous l'utilisions pour couper les porcs. Nous l'avions ramenée de Moscou. Alors il me tordait les bras. C'était très douloureux. Alors j'ai dit, je vais, tu sais, lui faire peur. Je vais le couper avec cette machette. Alors j'ai attrapé avec mon bras gauche. Il me tordait la main droite. Je l'ai pris avec mon bras gauche. Et j'ai dit, Sasha, laisse ma main. Je pensais qu'il allait avoir peur. Il m'a tordu davantage. Je ne savais même pas comment j'ai coupé sa jambe. Alors tu l'as coupé? Oui, je l'ai coupé ici. Mais je pensais que ça allait l'arrêter. Je pissais sur moi-même. Quand ma mère est venue, il m'a libérée quand il a entendu la voix de ma mère et j'ai ouvert la porte et il est parti se cacher. Il a commencé à dire aux gens que je le pourchassais avec une machette. C'est ce qu'il a dit aux gens, même aujourd'hui. Tous les Russes de la diaspora qui vivaient ici. C'est ce que Sasha leur a dit. Je voulais le tuer. Mais voici ce que j'ai fait. Quand il est allé se cacher dans la chambre, c'est là que je suis allée après lui. J'ai dit, je vais te tuer. Je vais te tuer maintenant. J'ai cassé toutes les portes. Je ne veux pas laisser cet homme que j'aime ou même réfléchir à mon enfant, comment vais-je survivre? Je ne savais rien faire d'autre que vendre des vêtements. Et je n'avais jamais fait ça ici. Je faisais ça à Mombasa. Alors je regardais juste mon enfant maintenant. Je me disais, comment vais-je élever cet enfant blanc ici? Parce qu'il ne me restait rien, même pas un sou. J'ai toujours dépendu de cet homme. Je n'ai jamais pris son argent. Pour la nourriture, il me donnait l'argent le jour du marché. Prends ces 3 ou 4 000, va faire les courses pour la semaine. Les choses étaient très bon marché dans le village. C'est ainsi que j'ai survécu. C'est ainsi que j'ai élevé ma famille. Il était l'homme de la famille, donc j'étais très troublée. Ce jour-là, il est parti. Il a pris ses sacs. Il a même brûlé des vêtements par la fenêtre. Il s'est verrouillé. Il s'est enfermé dans la chambre et les a brûlés. Il a pris le reste des sacs, est allé à la gare et a réservé le billet.
Je suis allée à mon travail et je me suis dit, non, ça ne va pas marcher. Comment vais-je survivre? Je ne veux pas aller vivre à Mombasa. Alors je suis allée à la gare routière. J'ai pris ses sacs, j'ai ramené ses sacs. Il est allé au poste de police et a dit que j'ai volé ses sacs. Alors la police m'a appelée. Je leur ai raconté la situation. J'étais très en colère. Je ne pouvais même pas essayer de m'expliquer ce qui se passait. Avec 2 enfants, elle a choisi de partir parce que son foyer était très désagréable. Son mari continuait à beaucoup boire, ce qui entraînait des disputes et des querelles constantes. Malheureusement, les défis ne se sont pas arrêtés là. L'homme continuait à faire des choses qui rendaient difficile pour Béatrice de trouver la paix. Donc, après tout ce scandale, nous avons déménagé à Mtwapa. Mais les choses ont empiré. La consommation d'alcool est devenue trop excessive, tous les jours, comme s'il ne pouvait pas passer une journée sobre. Quand nous avons quitté le village, nous avons vendu notre maison parce que j'ai fini par accepter. Parce que je ne veux pas que ça continue ainsi. Parce qu'il est même devenu abusif verbalement. Il volait tout mon argent. Alors j'ai dit, d'accord, vends tout ce que tu veux. C'est ton argent. Alors j'ai dit, vends tout. Nous sommes venus ici et j'ai demandé, peut-on construire la maison? Quand tu viens à Mombasa? Oui, il a accepté cela. Mais quand nous sommes venus, il est devenu pire. Alors que lorsque nous étions dans le village, beaucoup de coups, beaucoup de bagarres. Et puis le bébé était là pour tout regarder. Et je me souviens d'un moment après la dernière bagarre où la police nous a emmenés et nous avons signé une déclaration tous les deux et le bébé a été emmené par les voisins. Elle était assise sur la chaise et regardait étant très effrayée, en pleurant. J'étais allongée par terre. Il avait attaché mes mains derrière mon dos et après m'avoir étranglée. Et il m'a attachée, quand la police a ouvert la porte, il m'a détaché les mains derrière le dos. Il me piétinait. Il me piétinait le dos. J'étais là et il y avait du sang partout dans la maison. Alors j'ai décidé que c'était le jour. Et puis j'étais déjà enceinte pour mon 2e bébé. Ensuite, cette bagarre se produit. La dernière, car j'ai dit c'est fini, c'est assez. Je suis enceinte et je suis battue comme un chien. Il était tellement ivre et donc nous sommes allés à la police comme si j'ai été emmenée à la clinique. Et puis quand je suis revenue, nous nous sommes séparés. Je lui ai dit, je ne veux pas vivre cette vie-là parce que premièrement ma fille est en train de stresser émotionnellement. Elle avait peur à un point, nous sommes allés dormir et elle n'arrivait pas à dormir. Elle était très stressée. Alors j'ai dit, non, c'est assez. J'ai loué un appartement ailleurs. Je l'ai quitté. Tout ce qu'il avait vendu de la maison, il en avait bu la moitié. Alors ce que nous avons fait quand nous nous sommes séparés, il m'a demandé, prends la moitié de ce que nous avons vendu de la maison. J'ai pris la moitié. Nous avions 2 camions. J'ai pris la moitié d'un camion, alors j'ai dit, ma vie et la vie de ma fille iront bien. Donc nous sommes restés dans un appartement pendant 3 mois. Mais ensuite, mon ami m'a dit, Béatrice va dans un endroit, construis un endroit où tu peux élever tes enfants. J'étais enceinte. Et tu en as un autre. J'ai dit, oui, c'est vrai. Parce que si cet homme finit, que vais-je faire? Alors j'ai déménagé là où nous sommes maintenant et j'ai séjourné dans une petite chambre, 4 mètres sur 3. Je l'ai louée, toilette à l'extérieur, très mauvaise. Mais nous avons survécu. Nous avons vécu là-bas pendant 1 an, pendant que je construisais cette maison ici, là où nous sommes maintenant. Mais mon mari a fini par tout gâcher là-bas, tout ce qui restait. Alors il m'a appelé et a commencé à dire des choses. Mais j'ai simplement dit d'accord. Si tu penses pouvoir vivre avec nous dans cet endroit, tu peux revenir et nous rejoindre, parce que je veux que notre famille reste unie. Quand il est revenu, nous avons repris notre vie là où nous l'avions laissée. J'avais commencé à construire et j'avais déjà acheté le terrain. Alors nous avons continué la construction. La police l'avait averti de ne plus jamais me battre.
Cependant, juste avant que je n'accouche, il a recommencé à me battre. Je me souviens d'une fois où il a même donné un coup de pied dans un objet enflammé pendant que j'étais en train de cuisiner. J'ai été brûlée. Heureusement, une amie est venue de loin pour voir ce qui se passait. Elle est restée jusqu'à minuit et m'a dit que je n'aurais jamais dû reprendre Sacha dans ma vie, que je dois le chasser avant qu'il ne soit trop tard. J'ai dit non. Où irait-il? Il n'a rien. J'ai dit « D'accord, continuons avec la vie ». Avant, nous avions un mode de vie familial, mais tout cela a été détruit quand nous nous sommes séparés. Il y a eu une énorme dispute à ce sujet. J'ai dû quitter la maison, emmener mes enfants et louer un autre endroit. Pendant 1 an, nous avons vécu ainsi, mais j'en ai eu assez et j'ai décidé de retourner dans ma maison, même si elle avait été saccagée avant mon retour. C'était un véritable enfer. Si tu regardes ma chaîne YouTube, tu verras tout ce que j'ai dû affronter. Je nettoyais et réparais tout, mais mon mari a fini par me refuser l'accès à la maison. Il commençait même à y amener d'autres femmes, 2 ou 3 à la fois. Bien sûr, j'avais entendu ce qui se passait et j'ai décidé que ça suffisait. Je ne pouvais pas laisser d'autres femmes prendre possession de la maison que j'avais tant lutté pour construire. J'ai traversé l'enfer pendant la construction de cette maison. Et maintenant, je n'avais même pas un endroit où élever mes enfants. C'était pour eux que j'avais construit cette maison. Maintenant, je paie même un loyer pour un autre endroit. Je paie les frais de scolarité de mes enfants grâce à ma chaîne YouTube et à l'aide que je reçois. Quand cette maison est vide, mon mari y vit avec des prostituées. J'ai donc décidé de reprendre possession de ma maison. Je suis revenue et je l'ai mis à la porte. Je lui ai dit que je ramenais mes filles dans ma maison, mais que je ne pouvais pas vivre sous le même toit que lui à cause de ses insultes constantes. Il était vraiment méchant, me traitant de prostituée et d'autres choses horribles. C'est ainsi qu'il raconte mon histoire aux gens. Il a aussi une chaîne. Quand tu vas sur sa chaîne, tu verras si tu comprends les sous-titres. Il m'appelait prostituée, voleuse. Tout, il n'y a rien que je n'ai pas été appelée. Elle était une femme courageuse qui est restée patiente et forte malgré tout. Maintenant, elle et son mari ne sont plus ensemble. En tant que mère, elle se bat pour élever ses 2 enfants. Elle dit que c'est vraiment difficile pour elle et elle demande de l'aide à tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc pour moi, n'importe qui serait intéressé. Quiconque serait intéressé à m'aider et mes enfants, j'essaie en ce moment de rendre cet endroit meilleur. Il devait en fait être terminé en bas et en haut, mais cela ne s'est pas fait à cause de toutes ces histoires. N'importe qui serait en mesure de m'aider un peu n'importe où. De toute façon, tu peux me joindre via mes coordonnées sur ma chaîne. Elles sont là, mes coordonnées dans la description de ma chaîne. Les histoires de Betty du Kenya. C'est le nom de ma chaîne. Votre mari a-t-il besoin d'aide? Mon mari, il a besoin de beaucoup d'aide. Je ne peux pas le voir parce que nous sommes séparés. Mais l'aide dont il a besoin est médicale. Il a un problème médical. Même ses amis le savent. Mais nous avons essayé de lui dire de retourner dans son pays pour recevoir un traitement pour qu'il puisse retrouver la santé, physiquement, mentalement aussi, et recommencer à zéro. Il a refusé. Dans la vie, nous avons tous des histoires. Et quand quelqu'un est encore en vie, il doit traverser des moments difficiles, que ces difficultés viennent de ce que vous avez prié ou de la vie elle-même. N'oubliez pas, affronter les défis ne signifie pas que vous êtes faible.
Donc, si vous êtes confronté à des épreuves et des défis, laissez Béatrice être votre inspiration pour endurer jusqu'à ce que vous surmontiez vos moments difficiles. Je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Je suis tellement heureuse que vous soyez venu ici et pour me donner une chance de parler de mon histoire. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner.